Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Je vous en prie, installez-vous confortablement pour cette vidéo car nous allons aujourd'hui résumer, parler, discuter du Grand Prix du Qatar MotoGP 2025. Et il y a eu pas mal de choses à gauche, à droite. Le retour du champion du monde qui se blesse une nouvelle fois. L'énorme pénalité pour Maverick Viñales. La domination totale de Marc Marquez. Enfin bref, nous allons faire le tour de tout ça dans ce BRK numéro 3 pour le Grand Prix du Qatar. C'est parti. Nous allons commencer avec le constructeur Aprilia. Et si Aprilia amené de bonnes nouvelles au Qatar, le week-end a très vite tourné au cauchemar. Et oui, Jorge Martin était de retour, il a pu participer aux premières séances le vendredi, il n'a pas beaucoup roulé, mais c'était déjà ça. En qualification, c'est pareil, c'était plutôt pas mal, mais bon, on n'attendait pas grand-chose du champion du monde. Et en course sprint, il s'est même permis d'aller faire un dépassement sur Francesco Bagnaia, donc un début de week-end où on pouvait se dire, franchement, sympa pour Aprilia. Mais à côté de ça, ça ne performait pas. À côté de ça, on a un Raúl Fernandez totalement perdu depuis l'année dernière déjà, la fin d'année dernière et en ce début d'année, c'est encore pire. Un Raúl Fernandez qui n'a aucun feeling, qui n'a pas de sensation sur la moto, qui ne peut donc pas performer, qui ne peut pas rouler vite et qui se retrouve depuis le début de cette saison 2025 au fond du classement, au fond de la grille, à toutes les courses, donc c'est compliqué. Et on avait malgré tout cet Aprilia qui, en théorie, devait performer sur ce circuit qui, au fur et à mesure des journées, offre de plus en plus de grip, qui est un circuit fast and flowing, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de vitesse de passage en courbe, on a beaucoup de longs virages en appui qui sont normalement, techniquement, le point fort de la Aprilia, cette stabilité qu'elle peut apporter avec l'aéro et bien sûr le grip mécanique, mais rien du tout. Aucun feeling, pas de performance, et que ce soit Martin qui découvrait la moto ou Bezzecchi et Ogura, le grip n'était pas forcément là, la vitesse n'était pas là, la moto n'arrivait pas à se comporter comme les pilotes le souhaitaient. Et donc, on a finalement eu une performance très difficile pour tous les pilotes, que ce soit en course sprint ou en course principale, même si je maintiens que le dépassement de Ogura sur Johann Zarco est le meilleur dépassement du week-end. Et le week-end se termine donc avec 2 Aprilia dans les points seulement, Ogura en 15e position, Bezzecchi dans le top 10 mais 9e. Et puis on a surtout cette catastrophe pour Jorge Martin, le vibreur, il part à la faute. Je pense que c'est simplement une erreur de fatigue, une erreur d'épuisement au fur et à mesure de ce week-end. Et petite erreur qui va se jouer à quelques centimètres, un peu de malchance sur ce vibreur. Ça passe très près du drame avec Fabio Di Giannantonio. Voilà, la finalité, c'est Martin à l'hôpital, 6 côtes cassées, le thorax endommagé aussi. Je ne sais pas ce que ça va donner honnêtement, je ne sais pas s'il va pouvoir être là à Jerez, mais voilà pour Aprilia, ça commence plutôt bien avec de bonnes nouvelles et ça finit en désastre total. Passons au deuxième constructeur de cette vidéo qui lui aussi a connu une fin catastrophique malgré les performances exceptionnelles d'un de ses pilotes. Et je parle bien évidemment de KTM. Dans une ère où en MotoGP, nous parlons d'électronique, nous parlons d'aide au pilotage, d'aérodynamique, nous parlons du fait que c'est peut-être la moto aujourd'hui qui fait la différence sur le circuit et ce n'est plus le pilote grâce à son pilotage. Eh bien, parfois, il faut laisser place au talent, il faut laisser parler un pilote qui va être capable de rentrer dans la zone, de se concentrer au maximum, de ressentir tout ce qui se passe autour de lui pour nous délivrer le pilotage de sa vie. Comme l'année dernière, Maverick Viñales réitère l'exploit en affrontant les Ducati avec une moto bien moins performante dans une ère où c'est Ducati qui domine totalement la catégorie. Et Maverick Viñales aujourd'hui, au Qatar, a été capable de faire quelque chose d'exceptionnel dans le sens où, depuis le début de cette saison, la KTM ne fonctionne pas. La KTM, c'est des vibrations. La KTM, c'est du chattering. La KTM, c'est un retour d'information difficile à avoir. C'est une moto pas précise. C'est une moto qu'on ne comprend pas et qui n'agit pas de la même manière en fonction des différentes conditions. Donc c'est compliqué. C'est très compliqué de se repérer, c'est très compliqué de créer un setup en sachant que une fois ça va fonctionner, la fois d'après, le chattering va arriver et va tout bousiller, les setups ne serviront à rien, le rythme va se détruire et la dégradation des pneus, n'en parlons pas, elle est extrême. Mais malgré tout ça,
Maverick Viñales aujourd'hui a été capable de rentrer dans un rythme incroyable, a été capable de gérer ses pneumatiques, a été capable de gérer des courses, de faire des dépassements, honnêtement, de faire une course magnifique. C'est peut-être la première fois de ma vie que j'étais pour Maverick Viñales. Non, il n'allait pas battre Marc Marquez qui était encore un niveau au-dessus, mais honnêtement, la deuxième place était amplement méritée. Mais c'est une pénalité, 16 secondes de pénalité, ce qui envoie Maverick Viñales au fond des points. 2 points pour Maverick Viñales, mais c'est clairement pas représentatif de sa course. Alors pourquoi cette pénalité? Eh bien, il faut faire 60% de la course au-dessus de la pression des pneus obligatoire donnée par le constructeur et par la FIM avant la course. Et malheureusement, Maverick Viñales a passé trop de temps en dessous de cette pression réglementaire. Et selon l'article 2.4.6.9, si un pilote passe trop de temps en dessous de cette pression réglementaire, eh bien la FIM et le fournisseur de pneumatiques peuvent lui appliquer une pénalité. Et c'est ce qui a été fait, 16 secondes de pénalité. Alors, est-ce que ça enlève l'exploit de Maverick Viñales? Non. Non, ça n'enlève pas cet exploit d'avoir performé avec une KTM qui est pourtant nulle part, on le voit avec Pedro Acosta et ses coéquipiers. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Est-ce que quand même, ça n'a pas aidé parce qu'on sait que la pression des pneumatiques va jouer sur le grip et le grip joue énormément sur le chattering. Donc, ces vibrations énormes que subit la KTM tout au long de la saison. Donc, cette pression de pneumatique un peu en dessous, clairement en dessous durant une bonne partie de la course, a forcément aidé Maverick Viñales dans cette performance exceptionnelle. Mais je n'enlèverai pas le fait que Maverick Viñales mérite totalement cette deuxième position. Donc peut-être une piste pour KTM, peut-être que Maverick Viñales vient de redonner espoir à la marque autrichienne. Dans tous les cas, tout n'est pas perdu. On peut voir des coups d'éclat, que ce soit de KTM ou des autres constructeurs. Et franchement, ça fait du bien d'avoir pu croire que le top Ducati a pu être défait comme ça. Mais voilà, fin de la parenthèse sur KTM, fin de la parenthèse sur Viñales. J'ai pas grand chose à dire sur les autres pilotes. Pedro Acosta avait montré de la belle vitesse de temps en temps, mais ça manque de régularité, ça manque de constance pendant les courses. La dégradation est énorme, c'est très compliqué pour KTM. Et Acosta finit quand même meilleur pilote KTM. Mais Viñales, je suis un peu déçu quand même, notamment pour Tech 3 et Hervé Poncharal qui font du bon boulot. Et puis voilà, passons à la suite. J'ai pas plus de choses à dire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Allez, passons à un constructeur et parlons un peu plus de positif. Fabio Quartararo a été exceptionnel, mais parlons d'abord de ses coéquipiers. Jack Miller, malade, difficile, 3 kilos perdus en 2 jours. Ça allait pas fort sur la moto. On met à part cette course du Qatar. C'est dommage. Alex Rins, on a vu de belles choses notamment sur un tour, mais encore une fois, pendant les courses longues, c'est compliqué. La dégradation, la gestion, le rythme, c'est vraiment pas top au niveau du rythme général d'Alex Rins. Mais il y a du point positif, donc il faut quand même essayer de retenir ça. Et sinon, concernant Fabio Quartararo, super qualification, superbe course sprint. On a eu de très belles choses. Alors oui, il y a cette petite erreur dans le dernier virage qui laisse la place à Aldeguer. Mais honnêtement, voir Fabio tout donner et se battre pour la P3, quitte à faire des erreurs, je préfère largement ça plutôt que de sécuriser une 5e ou 6e position. Et malheureusement, le dimanche, on le sait, à la Yamaha, c'était un petit peu compliqué. Il y a eu la dégradation des pneus. Il y a eu bien sûr la vitesse des autres motos. C'est compliqué quand à chaque fois on se fait dépasser en ligne droite de maintenir un rythme. On va dégrader un petit peu plus les pneus car on suit d'autres pilotes. Mais du côté de Fabio Quartararo, je suis plus que satisfait. Il manque bien sûr, il y a ce petit goût d'inachevé parce que la course principale est bien plus compliquée. Mais honnêtement, de ce que j'ai vu en qualification, ce qui était l'un des points faibles, les plus faibles de la Yamaha il y a encore 1 an ou 2, l'impossibilité de faire un bon tour chrono, et bien cette fois-ci Quartararo, sur un circuit qui ne convient pas forcément à la Yamaha, avec un secteur 3 et un secteur 4 très compliqué normalement pour la moto, et bien là, Fabio Quartararo vient réussir à performer sur un tour, vient performer sur une course sprint, il manque un peu de vitesse, P7 à l'arrivée en course principale, c'est pas si mal, bravo Fabio Quartararo et bravo Yamaha pour les progrès. Nous passons à un autre constructeur qui progresse à vitesse grand V. La progression est phénoménale du côté de Honda, alors que le circuit, comme un peu chez KTM, n'allait pas du tout convenir en théorie. Beaucoup de grip, il demande énormément de stabilité, beaucoup de vitesse de passage en courbe, un aéro actif et qui fonctionne à la perfection.
La Honda ne semblait pas dans son élément et pourtant, un peu comme Maverick Viñales l'a fait, Johann Zarco, sorti de nulle part, une performance remarquable. Il faut revenir, il faut un petit peu revenir. On a un Joan Mir qui est lui aussi malade, donc c'est compliqué ce week-end, on n'en tiendra pas rigueur. On a un Luca Marini qui n'arrive pas forcément à performer, un petit peu perdu au niveau du grip qu'apporte la moto et le circuit. Et on a un Johann Zarco qui, malgré les difficultés, malgré une erreur stratégique avec un pneu soft qui s'est complètement détruit au bout de 5 tours pendant la course sprint et donc il l'a forcé à abandonner tellement ça devenait difficile à piloter. Pendant la course principale, Johann Zarco a su gérer les pneus, Johann Zarco a su gérer son rythme, faire les dépassements, rester derrière les bonnes personnes au bon moment. Donc honnêtement, je n'ai pas grand-chose de plus à dire que masterclass P4 pour Johann Zarco. Honda qui garde sa deuxième position au championnat constructeur. Franchement, Johann Zarco, épatant, exceptionnel. Donc voilà, il y a du progrès chez Honda. Johann Zarco est capable de créer l'exploit et de piloter, d'amener cette machine un peu plus haut que là où elle devrait être, parce qu'elle doit clairement finir derrière les deux pilotes Gresini. Elle doit clairement finir un tout petit peu plus loin. Mais bravo Johann Zarco, franchement, très très belle course. Et puis, passons à la suite. Ducati a failli tout perdre ce week-end. Non, je rigole, je dramatise énormément pour Ducati. Mais en attendant, ils n'ont pas réussi à faire de top 5 en course sprint, pas de top 5 en course principale. Honnêtement, Ducati, attention, ça arrive. Et puis en plus, si on compte le fait qu'il y a Maverick Viñales qui normalement prend sa P2, attention, Ducati, Viñales, l'ennemi juré de Ducati, peut-être. Dans tous les cas, je vais parler de Marc Marquez. Je vais commencer par Marc Marquez et je vous l'ai dit, il y aura toujours un record pour Marc Marquez. À chaque vidéo que l'on fait, il y aura un record du circuit, record du tour pour Marc Marquez en qualification. 114 podiums pour Marc Marquez qui égalise une autre légende qui est Jorge Lorenzo. Bon, voilà, on commence avec le record. Comme d'habitude, je vais parler de cet extraterrestre vite fait parce que la stratégie, encore une fois, la réalisation du week-end est bien au-dessus de simplement une pole, de victoire. C'est bien au-dessus de juste ça. C'est une pole position sans vraiment être apeuré par ce qui se passe derrière lui. Une position sereine, une pole position où on va chercher un nouveau record. La course sprint, c'est pareil. Oui, il y a la taxe d'Alex Marquez, mais on a une course sprint parfaitement réfléchie. Si au début, on ne sent pas trop les pneus pour Marc Marquez, au bout de 2-3 tours, on le sent. On peut attaquer un petit peu plus. On va aller chercher le dépassement et gérer sa course. Pas besoin de s'envoler à 25 secondes. Hein. On va juste gérer l'écart avec le pilote de derrière. Et pendant la course principale, encore une fois, on laisse Morbidelli partir. On se tient à sa stratégie. On se tient à son rythme de base au début de course. Et on va ensuite, après quelques tours, accélérer un petit peu les chronos. C'est au moment où il se fait doubler par Francesco Bagnaia qui va décider d'accélérer un petit peu. Franchement, encore une fois, on va réguler voilà, sa course derrière Maverick Viñales. On va juste garder le pneu arrière en bonne température. On va garder énormément de capital pneumatique sur ce pneu arrière. On ne va pas trop forcer sur l'avant. On va piloter dans nos capacités, en toute sérénité du côté de Marc Marquez, en suivant un Viñales, pas trop près, pas trop loin. Et dès qu'il le faut, Viñales part à l'erreur. On voit la petite erreur, on voit la porte qui s'ouvre. Marc Marquez qui s'engouffre et à partir de là, bam, il remine louche de rythme et franchement, rien à faire. Rien à faire. Après, on gère sa fin de course. Donc, c'est ça en fait. C'est cette facilité, cette capacité, cette sérénité sur la moto, si vous voulez, à réussir tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il souhaite et tout se passe dans les plans en fait. Il n'y a rien qui déborde, il n'y a rien qui ne se passe pas comme prévu du côté de chez Marc Marquez. Il pourrait vous dire ce qui va se passer au début de la course, il va le réaliser pendant la course et tout cela sans accroc. Et depuis le début de la saison, c'est ça, en sprint ou en course principale, si on met en dehors de tout ça l'erreur à Austin. Et encore une fois, 4e victoire consécutive pour, 3e ou 4e victoire consécutive pour, c'est la 4e pour Ducati officiel. Donc pour l'instant, on n'a eu que des motos rouges sur la première marche du podium. Il va falloir se bouger les autres. Francesco Bagnaia, quant à lui, qui connaît un week-end beaucoup plus difficile, encore une fois en course sprint, je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai trouvé, c'est simplement l'équilibre de la moto, le manque de confiance sur les phases de freinage et en entre de virage.
Voilà, Bagnaia qui n'a toujours pas résolu ce problème d'équilibre qui est normalement dû à ce réservoir d'essence qui est différent, mais il va falloir faire quelque chose. La course principale est pas mal, on a ce manque de rythme à la fin car on doit attaquer au début, on est obligé de faire des dépassements, on est obligé de remonter, donc attaquer un petit peu plus et user le pneumatique. Donc malheureusement à la fin le capital pneumatique est bien en dessous de celui d'un Viñales ou d'un Marquez qui ont passé leur course à gérer. Et donc, c'est compliqué d'aller les chercher, mais on limite la casse pour Francesco Bagnaia, mais qui se retrouve quand même à 30 points de Marc Marquez dès la 4e course. La gestion des pneus en MotoGP, c'est l'une des choses les plus difficiles à réaliser, notamment parce que cela se fait en conditions de course pendant qu'on est en train de dépasser. Il faut aussi gérer ses pneumatiques et tout le monde n'en est pas capable. Tout le monde n'est pas capable de aussi bien gérer ses pneus les uns que les autres. Tout dépend de la moto, tout dépend du setup, tout dépend du circuit, mais ça dépend aussi de son style de pilotage car le rythme n'équivaut pas. Plus on va vite, plus on use les pneus, moins on va vite, moins on use les pneus. Ce n'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Quand on voit un Viñales ou un Marquez qui vont gérer leur rythme à très haute vitesse, c'est parce qu'ils vont être très souples sur leur moto, très sereins, ne vont pas la brusquer, pas de freinage tardif, pas de grosse réaccélération sur l'angle, pas de glisse, un bon setup, tout est bien maîtrisé. Alors que derrière, si on est en pleine bataille, on va certes moins vite, mais on va faire chauffer les pneus, on va tenter des freinages tardifs, on va en demander énormément, on va stresser les pneumatiques sur de longues périodes et l'usure est beaucoup plus forte comme ça, même si le rythme est bien moins élevé. Donc c'est ce qui est arrivé pour Francesco Bagnaia, c'est arrivé pour Franco Morbidelli qui a poussé énormément pour essayer de prendre de l'avance sur Marquez et Viñales dès le début de la course. Et malheureusement, Fermin Aldeguer a aussi eu ce drop de performance en fin de course, un peu à la Johan Zarco, et c'est pour ça qu'il va finir derrière. Donc là, on se rend compte vraiment du travail de Zarco, du travail de Viñales, du travail de Quartararo, même un petit peu d'Acosta si on le veut, beaucoup moins quand même parce que c'était plus compliqué. Mais franchement, il y a eu un énorme travail de tous les pilotes sur la gestion du capital pneumatique et c'est à souligner parce que ça a été très très fort pour certains. Nous allons terminer le chapitre Ducati avec donc la bonne performance de Morbidelli qui se retrouve sur le podium une nouvelle fois avec la très bonne performance de Fermin Aldeguer qui confirme son très bon début de week-end et même bon début de saison dans l'ensemble. Ça performe, ça progresse, c'est le principal. Et l'incident Marquez Di Giannantonio, bon c'est totalement à faute de Marquez qui vient louper sa phase de freinage, un peu trop de frein, il faut faire tourner la moto, il n'y arrive pas, déstabilisé par la trajectoire qui se referme un petit peu de Di Giannantonio, l'énorme contact. Bravo quand même à Alex Marquez qui vient finir la course avec énormément d'aéro en moins. Là, ça a dû beaucoup jouer, notamment dans certaines phases à haute vitesse. Dans le secteur 3, par exemple, l'appui ne devait pas du tout être pareil, mais on a quand même un super rythme de la part d'Alex Marquez qui aurait largement pu jouer le podium pour le coup. Et puis, voilà. Alors, comme Di Giannantonio, je suis un peu pas déçu de la pénalité dans le sens où pénalité méritée, directement donnée, ça c'était vraiment pas mal. Mais Di Giannantonio lui met énormément de temps à revenir sur la piste, contrairement à Alex Marquez. Je crois qu'il y a l'airbag qui se déclenche, il est dans la partie sale, il faut faire attention quand on revient sur la piste aussi. Donc voilà, mais effectivement dans une situation comme ça où aucun des deux pilotes ne tombe, c'est pas très juste que Alex Marquez puisse repartir dans le peloton avec du rythme et finir 6e et Di Gia rester en dernière position et ne rien pouvoir faire techniquement parce que la remontada est quasiment impossible. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas que Alex Marquez laisse passer Di Giannantonio ou des choses comme ça, ou lui infliger 2 ou 3 longues laps pour refaire le temps perdu? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'une pénalité peut-être un tout petit peu plus sévère aurait été méritée. Sinon, bah voilà, j'ai fini de parler de la MotoGP, parlons Moto 2, Moto 3. En Moto 3, une course très sympa qui s'est construite petit à petit avec ce stress qui montait jusqu'à la fin et on termine avec un top 4 pilotes en 9 centièmes, pas 9 dixièmes, pas 9 secondes, pas 9 centièmes de seconde pour le top 4. La Moto 3, c'est toujours un final exceptionnel, des batailles, du contact, des dépassements au millimètre. Piqueras, Furusato, honnêtement, ça se joue à, je ne sais même pas s'il y a 1 millimètre. C'est du feeling, c'est de la bataille, ça sort les coudes.
C'est super la Moto 3. C'est pas la course la plus palpitante que j'ai vue de ma vie en Moto 3, mais il y a eu des dépassements, il y a eu cette montée en pression et il y a eu surtout cette casse moteur de José Antonio Rueda. Je suis dégoûté. Voilà, il gérait parfaitement son début de saison. On a vu que c'était compliqué dans la ligne droite à partir de la mi-course. On a vu que ça allait pas bien. On a vu 2-3 problèmes et à la fin, le moteur qui lâche, la moto qui vient se garer sur le côté. C'est bizarre en Moto 3 d'avoir des problèmes techniques. Les KTM n'ont vraiment pas de problème technique normalement, même les Honda. Donc voilà, c'est vraiment dommage, un coup de pas de bol, peut-être un mauvais montage, je ne sais pas. Dans tous les cas, José Antonio Rueda qui perd la tête du championnat et qui laisse place à Angel Piqueras qui fait un très bon début de saison, qui se remet bien. Au tout début, c'était un peu compliqué, mais là, il a pris en main la KTM et ça va très bien pour Angel Piqueras. Et les deux Japonais, Furusato et Yamanaka, encore une fois, un coup d'éclat, ça manque de régularité tout au long des saisons, comme chaque année, j'ai l'impression. Mais nouveau coup d'éclat. C'est un podium, franchement, très bien joué, très belle course. Et Joel Kelso aussi, bien joué. Sinon, en Moto 2, c'est pareil, on a eu une course sympa dans le top 8, on a eu quelques batailles. La remontada d'Aaron Canet, bien joué, grosse performance. Dani Olgado, franchement, il me régale. Si son coéquipier David Alonso, que l'on pensait déjà champion du monde Moto 2, bon, on s'est totalement trompé. Alors oui, il y a eu ses blessures, oui, il y a eu ses difficultés en début de saison, mais dans tous les cas, l'adaptation est bien moins rapide. La performance n'est pas encore là pour David Alonso qui se retrouve encore une fois en fin de classement. Mais Dani Olgado, lui, la performance est là. On progresse, on participe déjà aux batailles pour le podium. Donc franchement, c'est très très bien. Denis Onchu, le coup d'éclat. Moi, j'attends de la régularité parce que oui, c'est très bien cette belle position finale. Mais j'attends toujours de la régularité. Et puis la chute de Jake Dixon, Manuel Gonzalez qui était un petit peu en dessous de mes espérances. Voilà, donc le championnat Moto 2, honnêtement, est très intéressant cette saison. Le retour aussi de Sergio Garcia. Fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Laissez un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire sur ce Grand Prix du Qatar et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Théo, ciao, ciao.